Tenma est un adolescent orphelin ordinaire qui aime résoudre tous ses problèmes à coups de poing. Il a grandi dans un orphelinat avec ses amis, mais il n'a pas encore découvert qu'il est en fait un ancien guerrier qui se réincarne tous les 200 ans. Son âme est destinée à être aux côtés de sa déesse Athéna à travers tous les âges et à s'élever pour affronter le sombre seigneur Hadès dans la prophétie de la guerre sainte. Il doit donc s'entraîner pour accomplir son destin. Notre histoire commence alors qu'un garçon arrive en ville pour la première fois et se réjouit d'être enfin là. Mais son premier contact avec la ville se résume à 2 garçons qui lancent des pierres sur un chien pour le tuer. Il ne peut pas rester assis à regarder et se jette pour le sauver, prenant une pierre à la tête pour protéger le chien et se blessant dans le processus. Mais les garçons ont toujours l'intention de s'assurer que cette chose verra le paradis des chiens aujourd'hui, puisqu'ils ont travaillé toute la journée dans les mines de charbon pour être payés quelques centimes. Alors qu'ils étaient sur le point de manger, le chien a volé et mangé leur déjeuner. Maintenant que le chien a mangé leur déjeuner, c'est lui qui va devenir leur déjeuner. Le garçon ne veut pas que le chien soit au menu. Il leur propose donc de leur donner sa chère bouteille d'encre en échange de sa vie. Cela leur rapportera bien assez d'argent pour remplacer leur nourriture s'ils la vendent. Ils acceptent donc et commencent à partir. Cependant, avant qu'ils ne puissent partir, des factures d'hôpital s'ajoutent à la liste des dépenses après que l'un d'entre eux se soit fait réarranger le visage par un coup de pied de Tenma. Tenma gronde le blondinet pour avoir abandonné l'encre qu'il avait dû travailler pendant des semaines pour l'acquérir. Mais les 2 autres garçons se relèvent et s'armèrent de planches en bois pour rendre la pareille à Tenma. Mais Tenma est tout simplement au-dessus de leur niveau, écrasant simultanément les 2 planches et les mettant à terre une fois de plus. Le garçon blond supplie Tenma de s'arrêter, car les garçons sont juste en colère parce qu'ils sont fauchés, et leur infliger encore plus de frais d'hôpital serait leur fin. Entendant la supplication de son ami, Tenma cède et offre la plus faible des excuses possibles avant de commencer à s'éloigner avec le garçon blond. Mais avant de partir, il menace une nouvelle fois les 2 garçons, les avertissant que s'ils s'en prennent encore à son ami, ce qu'ils pourront manger ne sera que le moindre de leurs problèmes. Plus tard, on voit le garçon blond créer son chef-d'œuvre de peinture lorsqu'il reçoit un visiteur inattendu. L'homme est un prêtre de la cathédrale de la forêt qui était venu ici pour voir de ses propres yeux les talents du garçon dont il avait tant entendu parler. Le prêtre se souvient qu'il venait souvent à la cathédrale dans l'espoir d'apercevoir la peinture d'une déesse qu'il garde enfermée dans le sous-sol. Cette peinture est réputée être tellement magnifique que n'importe qui, même les tueurs en série les plus endurcis, ressentiraient du remords pour leurs actions après avoir posé les yeux sur sa beauté. C'est l'un des plus grands souhaits du garçon blond de voir une telle peinture, mais elle n'est pas ouverte au public. Il est donc toujours rejeté à la porte à la fin. Le prêtre jette un coup d'œil à la peinture du garçon blond et lui demande pourquoi les ailes de l'ange n'ont pas encore été peintes. Le garçon répond qu'il n'a pas encore trouvé les bonnes couleurs pour exprimer pleinement ce qu'il pense que cela devrait ressembler. Alors il l'a laissé vierge jusqu'à ce qu'il puisse trouver la bonne teinte. Le prêtre acquiesce, commençant à paraître un peu sinistre, et dit qu'il y aura toujours une limite aux couleurs qu'un humain pourra produire. Mais s'il est intéressé à trouver une véritable couleur, alors dans les montagnes, il trouvera le sang d'un ange. En d'autres termes, le rouge le plus rouge, une véritable couleur. Sans autre information, sans guide, et sans dire à personne où il va, le garçon s'aventure seul dans les montagnes à la recherche de cette vraie couleur, son chien étant son seul compagnon. Mais bien qu'il ne trouve pas de rouge, il découvre le paysage le plus magnifique qu'il ait jamais vu. Alors il décide de déployer sa toile et de peindre pour capturer sa beauté. Cependant, sa peinture est interrompue lorsqu'une femme tout de noir vêtue apparaît, et en quelques secondes, elle a déjà tué le chien que le garçon blond a mis tant d'efforts à sauver. Puis, tandis qu'il est encore dans un état de confusion, cette femme adulte s'approche de lui et embrasse le garçon de 15 ans. Apparemment, tout cela avait été planifié dès le début. Et le garçon blond va être utilisé comme le vaisseau du dieu des enfers, Hadès, qui est maintenant en train de se réveiller. Ailleurs dans la forêt,
Un étranger faisait simplement sa vie lorsqu'il est tué par un faisceau laser, sans raison. Ce sont les serviteurs d'Hadès, les spectres, et ils tuent des gens pour le plaisir en ce moment. Mais leur plaisir est interrompu lorsqu'un homme apparaît. Il a des questions à leur poser, mais il sait déjà qu'ils ne lui donneront pas de réponse volontiers. Alors il enfile son armure et les bat au sol. Il est l'un des saints les plus puissants de Dieu et est ici en mission pour se venger d'Hadès. Alors il leur demande de révéler sa localisation. Cependant, ils restent loyaux et refusent de trahir leur maître, informant le saint que leur résurrection a déjà commencé. De retour en ville, le garçon blond se réveille pour découvrir que Tenma l'a ramené chez eux après l'avoir trouvé évanoui dans la forêt. On découvre enfin que son prénom est Seul et que ses parents devaient vraiment nourrir une grande rancune pour lui donner un nom pareil. Il se demande comment Tenma a pu le retrouver, alors qu'il ne lui avait jamais parlé de son escapade. Tenma explique alors qu'il pouvait sentir sa présence dans les montagnes et l'a ressenti diminuer après qu'un événement se soit produit, alors il s'est précipité aussi vite qu'il le pouvait. De manière similaire, Tenma peut aussi sentir quelque chose en lui, comme l'univers lui-même, et lorsqu'il se concentre sur ce sentiment, il peut remplir son corps d'une force inconnue. Peu après, une fille entre dans la pièce avec une nouvelle terrible. La rivière déborde et envoie de l'eau vers la ville. Et les habitants à l'intérieur des murs ont manqué la partie où c'est mon problème, et ont fermé les portes, laissant ceux à l'extérieur être emportés par les vagues. Tenma avait promis à ses amis de toujours les protéger, donc il ne va pas laisser ses amis se faire blesser. Il se précipite donc pour régler le problème. Il découvre qu'un éboulement de pierre a modifié le cours de la rivière. Alors il fait la seule chose à laquelle il puisse penser sur le moment et commence à frapper le mur de roche. Sa peau se déchire et ses os se brisent sous l'impact de ses coups, mais il continue pour le bien de ses amis. Le saint ressent quelqu'un utilisant une puissance appelée le cosmos et s'approche pour trouver Tenma en train de boxer contre un mur de roche. Il est impressionné par la détermination du garçon, qui puise dans sa propre force pour enfin détruire le mur. Mais il ne peut pas dire qu'il pense que le garçon soit très intelligent, car il se trouve juste sur le chemin que prendra la rivière. Après tant d'efforts, Tenma tombe au sol, ce qui pousse le saint à sauter pour le sauver avant que l'eau déchaînée ne l'emporte. Une fois en sécurité, le saint parle à Tenma et lui demande de devenir un saint d'Athéna à ses côtés et d'utiliser son pouvoir pour le bien de l'humanité. Tenma accepte la proposition et, pour commémorer son départ, Alon veut faire une peinture pour se souvenir de lui. Mais il n'arrive pas à la terminer car il lui manque encore les bonnes couleurs pour capturer l'essence de Tenma. Ils se font donc une promesse mutuelle. Il finira la peinture après que Tenma soit devenu un saint et soit revenu sain et sauf, et qu'Alon serait devenu un grand peintre d'ici là. Ils sortent pour rejoindre Doko, et en voyant Alon, Doko peut immédiatement sentir qu'il y a quelque chose de terriblement mauvais chez ce garçon, mais il laisse les choses en l'état et commence son voyage avec Tenma. Cela peut être considéré comme l'un des plus grands échecs de toute la série, tandis qu'ailleurs, les serviteurs d'Hadès continuent d'attendre le jour où leur maître s'éveillera pleinement de son vaisseau humain. Dans le sanctuaire grec, tous les saints sont rassemblés, et au centre se trouvent les 12 saints du zodiaque, et au-delà, la chambre de la déesse Athéna, où elle veille personnellement sur le sanctuaire. Sur un terrain d'entraînement, les cadets saints sont engagés dans des combats probablement mortels, mais malgré toute leur intensité, seuls quelques-uns réussiront réellement à devenir des saints. Athéna est dans un coin en train de faire quelques étirements lorsqu'il est confronté à ce garçon, Yadu, qui le défie en combat. Les amis de Yadu tentent de lui raisonner de ne pas affronter un garçon qui a frappé un trou dans un mur de pierre tout seul. Mais Yadu semble être offensé à l'idée que Tenma soit peut-être plus fort que lui, déclarant fièrement qu'il est la personne la plus forte ici. Tenma avait entendu parler de lui et est prêt pour le défi. Alors il tend la main pour commencer leur combat amical, mais Yadu n'est pas d'humeur à jouer fair-play et tente immédiatement de lui donner un coup bas. Athéna voit cela venir et saute dans les airs pour l'éviter, atterrissant derrière Yadu, et ils commencent alors à se battre. Mais bien que Tenma soit plutôt confiant avant ce combat,
Ses compétences n'étaient pas suffisantes pour tenir la promesse que ses paroles laissaient présager. Il goûte donc à sa première défaite aux mains de Yadu. Il est frustré par sa défaite, surtout lorsque Yadu utilise l'élan de sa victoire pour traiter Tenma de faible, de fraude et d'erreur. Il essaie de déverser sa colère sur un rocher à proximité, mais il ne lui cause que des dégâts minimes, ne faisant que renforcer l'idée qu'il est faible. Doko revient vérifier les progrès de l'entraînement de Tenma, car cela fait maintenant 3 mois qu'il est ici. Mais il n'est pas vraiment impressionné, car Tenma utilise à peine le pouvoir qu'il a dans son corps. Tenma sait qu'il devrait avoir cette capacité à l'intérieur de lui, mais il ne comprend pas pourquoi il n'arrive plus à faire ce qu'il avait fait près de la rivière. Doko explique que tout dans ce monde est composé d'atomes, et qu'en tant que saints, ils portent des univers dans leur corps appelés cosmos, qui leur permettent de libérer une grande puissance. À l'époque, ces émotions ont probablement fait qu'il a inconsciemment exploité son univers et libéré la puissance en lui. S'il veut devenir plus fort, il va devoir suivre une leçon de physique et apprendre à contrôler cette puissance. Doko lui montre ensuite ce qu'on peut accomplir une fois qu'on maîtrise la puissance en soi, en brisant un énorme rocher avec rien d'autre que son petit doigt. Tenma réfléchit à la nécessité de devenir plus fort pour tenir sa promesse de protéger les gens qui lui sont chers, lorsqu'il aperçoit quelqu'un portant le même bracelet qu'il possède. Il se rend compte qu'il s'agit sûrement de l'autre amie à qui il avait fait une promesse il y a longtemps. Il se précipite vers elle, attrapant sa main pour attirer son attention. Au début, elle ne le reconnaît pas et se demande pourquoi cet homme étrange lui a saisi la main. Mais Tenma lui rappelle la promesse qu'il s'était faite et lui montre les bracelets assortis qu'ils s'étaient échangés en preuve. Sacha se souvient alors de Tenma et est très heureuse de le voir. Mais alors qu'il lui demande ce qu'elle fait ici, ils sont soudainement attaqués par un homme ressemblant à un docteur pieuvre. Tenma attrape Sacha et saute hors du chemin. Mais il se fait finalement saisir par les tentacules, ce qui le fait cracher du sang avant d'être projeté contre un mur. L'homme aux tentacules regarde Sacha et s'apprête à recréer une certaine scène d'anime culte, mais cela met Tenma en colère et fait monter son pouvoir, lui permettant de se libérer et d'enfoncer presque Tentacle Man en shish kebab. Cependant, son coup est esquivé et il est électrocuté avant de perdre connaissance. Alors qu'on lui écrase la tête, Sacha en a finalement assez et se prépare à agir pour le sauver. Mais avant que cela ne devienne nécessaire, un saint nommé Shihan intervient et bat l'intrus en appelant Sacha déesse Athéna. 2 ans plus tard, Tenma a terminé son entraînement et est officiellement devenu un saint Pégase avec une armure d'argent. Il est désormais chargé de combattre les forces du monde souterrain pour le bien d'Athéna, alias Sacha, et il est plus qu'heureux de s'acquitter de cette mission. Il se tient debout et regarde Sacha, fier de pouvoir tenir sa promesse envers elle et Alon. Pendant ce temps, Alon est confronté à l'obscurité en lui et est lentement guidé à devenir un semeur de mort par les partisans d'Hadès. Et lorsqu'il accepte enfin ce qu'il est vraiment, la lune s'obscurcit et le Seigneur des Enfers s'est pleinement réveillé. Près de cette cathédrale maléfique, plusieurs saints d'argent sont engagés dans un combat avec un spectre d'Hadès. Après les avoir tous tués, sauf un, il décide de retourner à sa base afin de recueillir plus d'informations. Mais en arrivant à la cathédrale, ils se rendent compte qu'ils viennent de passer un point de sauvegarde et qu'ils n'étaient pas préparés à un combat de boss. De retour au sanctuaire, les Silver Saints reviennent pour faire un rapport sur leur mission de reconnaissance. Ils racontent qu'ils ont rencontré une cathédrale suspecte et des spectres extrêmement puissants, mais qu'ils les ont tous vaincus à eux seuls. C'est là que Shihan dénonce leur connerie, car il est impossible qu'ils aient pu gagner un tel combat, ce qui les oblige à révéler leurs véritables intentions et à s'en prendre à Sacha. Ils ont été tués et ressuscités, forcés de servir Hadès maintenant. Même si cela lui fait de la peine, ils doivent être tués pour soulager leurs âmes de leurs tourments. Après avoir été forcés de tuer leurs camarades, les Gold Saints demandent à être envoyés dans la ville pour les venger. Ils choisissent donc quelques saints, dont Tenma et Yato, pour se rendre dans la ville et affronter Hadès.
Alors qu'ils approchent de la ville, Tenma sent que quelque chose ne va pas. Il se précipite donc devant le groupe et découvre que tout a été incendié. Il retourne à son orphelinat pour chercher Alon, mais tout ce qu'il trouve, c'est une éclaboussure de sang sur le mur et les peintures d'Alon plâtrées sur ce même mur. Peu après, un spectre traverse le mur et attaque Tenma. Ce dernier, pensant qu'il a dû tuer Alon, est pris d'une rage inouïe et souffle sur le spectre avec son poing météorique. Les autres le rattrapent, mais les surprises continuent d'arriver. Les spectres d'Hadès et d'Hadès dans le corps d'Alon apparaissent après avoir assommé Yato. Tenma n'arrive pas à croire ce qu'il voit, car l'Alon qu'il connaissait n'aurait jamais fait le moindre mal à un chiot, et encore moins assassiné des centaines de personnes, mais il garde le sourire malgré tout ce qu'il a fait. Il est heureux que Tenma ait pu tenir sa promesse de revenir en tant que saint. Alors maintenant, il va tenir sa promesse et finir la peinture avec le meilleur rouge qu'il ait pu trouver, le sang des innocents. Après 2 coups de pinceau, Tenma s'effondre sur le sol en crachant du sang et Alon commence à partir en versant des larmes sur la perte de son meilleur ami. Doko hurle de colère, se demandant pourquoi Alon ferait une telle chose en tuant son meilleur ami, mais dans ses yeux tordus, tuer Tenma était le meilleur salut qu'il pouvait lui donner. Doko en a assez de ses propos délirants et tente d'attaquer Alon, mais il est arrêté par l'un des spectres célestes d'Hadès et est repoussé. Il est surpris de voir que ce type a le pouvoir de rivaliser avec un saint d'or, mais alors qu'il s'apprête à reprendre le combat pour venger la mort de Tenma et Yato, Shin l'éloigne en disant qu'ils ne peuvent pas gagner un combat ici et qu'ils doivent donc battre en retraite et faire leur rapport au sanctuaire. Hadès les laisse partir car il a accompli sa mission de détruire la ville et d'anéantir tout ce qu'Alon chérissait autrefois. Ainsi la guerre sainte peut maintenant commencer. Il appelle tous les spectres et leur montre une carte des constellations. Chaque saint a une constellation protectrice, et lorsque ce saint meurt, la constellation devient noire, comme cela s'est produit avec la constellation du Pégase, ce qui signifie que Tenma est en réalité mort. Il veut que le ciel soit rempli de noir en tuant tous les saints, et finalement, Athéna elle-même. Minos est donc envoyé pour mener un siège contre le sanctuaire et provoquer sa chute. Alors qu'ils partent pour commencer leur raid, nous voyons Yadav, qui a réussi à survivre au combat, sortir des décombres. Il lève les yeux pour voir le sanctuaire malveillant qui se dresse maintenant là où se trouvait le village, et en faisant face à la réalité de la situation, il est frappé par une autre dure réalité en découvrant le corps sans vie de Tenma à ses côtés. De loin, une femme observe, surprise qu'il reste encore des survivants dans un endroit pareil. Saiyan et Doko retournent au sanctuaire pour informer Athéna de la situation. On lui annonce que Yadav et Tenma sont tous deux morts, ce qui la rend profondément triste. Mais elle apprend ensuite que le vaisseau dans lequel Hadès s'est réincarné s'appelle Alon. Elle doit maintenant traiter une multitude d'émotions face à ce qui est arrivé à ses 2 chers amis. Mais son devoir en tant qu'Athéna Prime, alors elle donne l'ordre de se préparer pour une attaque totale contre les forces du monde souterrain. De retour dans la ville, Yadav vient de remarquer la femme encapuchonnée et l'attaque, pensant qu'elle fait partie des spectres. Mais elle le maîtrise facilement, jetant à la fois son corps et son orgueil au sol. Elle lui dit de se calmer avant qu'il n'attire l'attention des spectres sur leur présence. Elle lui explique qu'elle a été chargée par son maître de venir chercher le corps du saint du Pégase, Tenma, mais Yadav ne voit pas en quoi cela pourrait être utile puisqu'il est déjà mort. Selon son maître, il n'est pas trop tard pour sauver Tenma, car il reste encore un peu de vie dans son corps, mais ils doivent le ramener s'ils veulent avoir une chance de le ressusciter. Yadav porte le corps de Tenma, tandis que la guerrière Yuzuriha passe un appel et les téléporte vers un endroit appelé Gémir. Elle le guide ensuite dans une maison où il découvre des dizaines d'armures de saints brisées, ce qui le fait penser qu'il a été piégé dans un piège de spectres. Il se retourne pour attaquer Yuzuriha, mais encore une fois, elle esquive facilement, contrairement à son ego qui prend des coups directs.
Alors qu'il se prépare à utiliser son Cosmo pour combattre, un vieil homme sort de l'arrière et le met hors combat d'un seul coup, infligeant encore plus de dégâts à son orgueil. Le vieil homme explique que bien qu'ils aient été envoyés sur un autre champ de bataille, ils servent toujours Athéna. Et cet endroit est simplement un lieu où les armures de saints brisées et mortes sont amenées pour être ressuscitées. Yato et Yuzuriha sont maintenant en route pour le monde souterrain, avec Yato portant l'épée bénie par Athéna pour le protéger durant sa quête de ramener l'âme de Tenma. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus profondément dans le monde souterrain, il rencontre toutes sortes de dangers et de créatures servant Hadès. Mais grâce aux bénédictions d'Athéna et à leur propre détermination, ils avancent. Yato, malgré ses propres sentiments et les défis à venir, reste déterminé à accomplir sa mission, comprenant que l'avenir du sanctuaire et le bonheur d'Athéna reposent sur le retour de Tenma. Aux côtés de Yuzuriha, il reste résolu, même si elle se remet encore de sa perte de sang et des effets que cela a eus sur son corps. Leur voyage est semé d'embûches alors qu'ils affrontent des spectres puissants et naviguent dans l'atmosphère oppressante et sombre du monde souterrain. Cependant, ils sont poussés par leur loyauté envers Athéna et la mémoire du sacrifice de Tenma, sachant qu'ils doivent réussir pour le bien du monde et de ceux qu'ils aiment. Pendant ce temps, dans le monde des vivants, la bataille contre les forces d'Hadès continue. Les saints et les guerriers d'Athéna défendent leur terre et protègent l'humanité, ignorant la mission périlleuse que Yato et Yuzuriha ont entrepris dans le monde souterrain. À mesure qu'ils se rapprochent de Tenma, la détermination de Yato se renforce, sachant que ramener son ami sera un pas important dans leur lutte continue contre Hadès. Avec Yuzuriha, ils sont prêts à affronter les horreurs du monde souterrain pour sauver Tenma et tenir leurs promesses envers Athéna. Ils trouvent Tenma retenu prisonnier par l'un des serviteurs d'Hadès, Mandrake. Mais alors qu'ils tentent de le libérer, ils sont repérés et attaqués. Les cris de l'armure de Mandrake engourdissent les sens de la personne touchée, laissant Yato et Yuzuriha dans un état de faiblesse. Voyant ses amis blessés, le Cosmo de Tenma s'enflamme de rage, ce qui lui permet de maîtriser Mandrake et de le tuer. Maintenant que les choses se sont calmées, ils expliquent à Tenma qu'il n'est pas encore tout à fait mort, mais que Yuzuriha a d'abord une mission à accomplir dans les profondeurs du monde souterrain. Les spectres qui ont été envoyés au sanctuaire ont commencé à dévaster les saints qui s'y trouvaient, car ils ne sont pas de taille face à la puissance écrasante de Minos. Il peut prendre le contrôle de leur corps et les contorsionner d'une manière pour laquelle le corps humain n'a jamais été conçu. Il n'est donc pas facile de l'affronter. L'escouade d'envahisseurs avance pour poursuivre son attaque lorsqu'elle tombe sur un champ de fleurs rouges. Le bon sens dit à la plupart d'entre eux que cela semble suspect et qu'ils devraient attendre avant de faire quoi que ce soit. Mais ces deux-là semblent ne pas avoir ce sens. Ils sautent donc directement dans le champ de fleurs et deviennent des statistiques sur le nombre de morts. C'est ce qu'a fait la Sainte d'Or Albafika. Et alors qu'il est assis en face d'elle, Minos est captivé par la beauté de ce type et commence à se poser des questions sur lui-même. Les roses sont vénéneuses, mais après avoir appris qu'elles l'étaient, Minos préfère éviter la personne qui se tient au milieu des roses vénéneuses. 3 des spectres se précipitent dessus et meurent à leur tour. Si Albafika n'est pas affectée, c'est parce que, par mesure de sécurité, le chemin menant à la chambre d'Athéna est recouvert de 16 roses et que sa chambre se trouve juste à côté du champ de roses mortelles. Cette exposition lui a donc permis de développer une immunité de haut niveau contre leur poison. Cependant, il n'est pas le seul à être immunisé contre le poison, puisque Naomi, l'un des spectres, est également immunisé contre les effets des fleurs. Il a ses propres pouvoirs basés sur le poison et produit un gaz violet, qui est peut-être simplement son BO, qui tue les roses en se répandant dans l'air. Albafika ne pouvait pas laisser un tel poison se répandre dans le village voisin et a donc pris sur lui d'absorber tout le front du BO. Par la suite, il est laissé dans un état comateux à cause du gaz, tandis que Naomi le frappe à plusieurs reprises. Mais après quelques secondes, la couleur revient sur son visage et il s'est complètement adapté au poison.
Il utilise alors son propre poison pour former des aiguilles qu'il injecte directement dans le corps de Néobé, le tuant ainsi définitivement. Mais après une victoire, Minos arrive pour éliminer Albafika avec sa marionnette Cosmos qui prend le contrôle de son corps. Il ordonne alors à ses hommes d'aller tuer tous les habitants du village, juste pour le plaisir, pendant qu'il s'occupe d'Albafika. Mais Albafika ne fait que rire à l'idée que les spectres tentent d'atteindre le village, car il a déjà préparé des contre-mesures pour faire face à une telle situation. Des roses spéciales s'envolent du sol et transpercent le cœur des ennemis, les tuant une fois qu'elles sont devenues complètement rouges. 6 hommes ont été tués, mais Minos ne fait que rire d'excitation à l'idée de pouvoir briser une marionnette aussi amusante. Albafika utilise ses dernières forces pour s'opposer au contrôle de Minos et lancer une attaque contre lui. Mais cela ne se passe pas comme il l'aurait espéré et il finit par se faire casser le dos en mourant de ses mains. Minos se rend ensuite au village qu'Albafika protégeait et décide de faire un peu d'aménagement paysager et de tuer les habitants pour s'amuser. Mais à ce moment-là, ayant senti que quelque chose n'allait pas, des renforts sont arrivés sous la forme de Chian. Il se prépare à affronter Minos, mais il est mal équipé pour manipuler les fils qu'il utilise, et il semble donc qu'ils doivent lui aussi tourner le dos à 180. Bien sûr, voici la traduction en français. Cependant, avant que Minos ne termine son action, les fils sont soudainement coupés par des roses tombant du ciel, et la source de ces roses est un Albafiga incroyablement pas mort. Malgré tous les os de son corps brisés et sa colonne vertébrale déconnectée, il trouve encore la volonté de marcher et de défendre ce village. Avec une rose dans la bouche, il demande à Shin de tenir tout le monde à l'écart pendant qu'il s'occupe de Minos et commence son attaque de piquant. Cela utilise son sang comme aiguilles empoisonnées qui tuent au contact. Mais Minos peut se défendre contre elles avec son armure dure, alors il pense avoir déjà gagné la bataille. Albafiga semble avoir épuisé son sang et tombe à genoux pendant que Minos commence à se vanter de sa faiblesse. Mais Shin pointe vers sa poitrine, montrant qu'en ne prêtant pas attention, Albafiga l'a frappé avec une rose ensanglantée qui l'a maintenant empoisonné. Il va mourir dans un instant et il ne peut pas croire qu'il soit tombé dans un piège comme celui-ci. Mais avant de partir, il veut au moins détruire le village en libérant toute sa puissance. Cependant, Shin utilise son pouvoir pour isoler Minos jusqu'à ce qu'il succombe enfin au poison. Mais ce n'est pas une victoire totale, car les blessures d'Albafiga ont enfin pris le dessus, et il meurt. Le pire, c'est qu'il n'a même pas vraiment accompli quoi que ce soit en tuant Minos, car Hadès peut simplement ressusciter n'importe quel spectre tué. La situation ne semble pas bonne pour le sanctuaire, mais ils reçoivent une nouvelle de Jumil, selon laquelle s'ils tiennent encore un jour, ils recevront de bonnes nouvelles de Tenma et des autres dans le monde souterrain.